Est-ce que ça vous dit que dans les vidéos à venir, je vous donne mon témoignage sur mon vécu, non pas de ma vie maintenant actuellement à la sclérose en plaques, même si j'en parlerai aussi, mais de ben, comment j'ai appris que je souffrais de sclérose en plaques, quelle a été ma vie avant de savoir, de connaître le bon diagnostic, toutes les galères que j'ai endurées, tous les mauvais diagnostics que j'ai pu entendre, la réaction de mon entourage, avant de savoir que j'avais la sclérose en plaques, quand on a su. Voilà, est-ce que ça vous intéresse? Je pourrais vous parler aussi, enfin, je me suis dit que c'était pas mal. Parce que je pense pas que j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos, parce que j'ai parlé surtout de ma vie avec la sclérose en plaques et pas tant d'avant. Alors il faut savoir que comme ça par contre je l'avais dit souvent que j'avais connu une longue errance médicale, puisque la maladie serait apparue au début d'adolescence, vers mes 12-13 ans. On l'a su avec le recul, bien sûr. Et j'ai eu aussi, et ça je pourrais vous en parler aussi, ma première et seule poussée de troubles cognitifs qui a été perçue à l'époque non pas comme une poussée de troubles cognitifs, enfin, non pas comme une poussée de sclérose en plaques, mais comme un début de dépression et de crise d'angoisse. Parce que forcément, en plus, bah oui, quand du jour au lendemain, tu n'arrives plus à te concentrer, tu es à la fac de droit et c'est pas évident hein, quand on est étudiant en droit. J'étais en maîtrise de carrière judiciaire, j'apprenais mes cours et puis le lendemain j'avais tout oublié, voilà. Et donc après c'est normal qu'on rentre dans l'angoisse, l'anxiété. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de la période qui était très longue où j'ai eu des poussées, mais sans savoir que c'était des poussées. Et à quel moment il y a eu la bascule vers bah tiens, ce serait pas une sclérose en plaques, voilà. Pour commencer, j'ai envie de dire que pendant la période où on ne sait pas encore que c'est une sclérose en plaques, mais où on ressent différents troubles, il faut savoir que bien souvent, quand on... Je dis bien souvent, je pense qu'il y a différentes manières hein, d'apprendre qu'on a une sclérose en plaques, soit parce que la maladie apparaît et puis pas, on a la chance quelque part de tomber tout de suite sur le bon diagnostic, et puis des fois où on a des épisodes, des crises, enfin des poussées hein, de sclérose en plaques, plusieurs, et il faut beaucoup de temps avant qu'on puisse consulter un neurologue qui nous diagnostique la sclérose en plaques. Moi, mon long parcours d'errance médicale est dû au fait que aucun médecin généraliste avait pensé à me faire voir un neurologue. Il y en a un qui était un remplaçant qui avait dit si ça passe pas ou paresthésie dans les mains, je voudrais aller voir un neurologue. Voilà. En dehors de ça, pendant des années, dès que je disais quelque chose, c'était c'est dans la tête. Voilà, peut-être qu'on m'a pris pour une hypochondriaque, je sais pas. Bref. Donc, euh, tout ça pour dire que quand on ne sait pas qu'on a une sclérose en plaques, c'est quand on sait qu'on a une sclérose en plaques, après, à l'inverse, dès qu'on a un petit bobo, on dit ah c'est peut-être la sclérose en plaques, une poussée qui arrive, voilà. Et donc moi à l'époque, quand j'avais des poussées, ben, on ne savait pas que j'avais des poussées. Et quand on sait, hein, au début, on a des moments où, parce que c'est ça la poussée, c'est quand ça dure plus de 24 heures quand même, hein, il faut l'apparition ou la réapparition d'un symptôme lié à la maladie qui va durer plus de 24 heures. Et bien souvent, au tout début, on a des poussées qui durent 15 jours, pas plus. Ça doit être des poussées de type des petites paresthésies dans les mains ou dans les pieds ou une fatigue qui peut malheureusement devenir chronique. Alors là, par contre, c'est ce qu'on appelle des symptômes chroniques. Vous savez, en fait, il y a deux types de symptômes. Il y a les symptômes qui sont liés à la poussée. Donc la poussée, c'est une crise inflammatoire de la maladie. Et puis des symptômes qui se j'allais dire qui se stabilisent, qu'une fois qu'ils apparaissent, des fois ils disparaissent plus. C'est par exemple les problèmes urinaires. Ça, c'est en période de poussée, on va avoir les problèmes urinaires qui vont
être augmenté, mais même en dehors des poussées, on peut en avoir. Voilà, et chaque cas est personnel, bien sûr, il y a pas une sclérose en plaques qui se ressemble, finalement. Donc au début, j'avais en fait, mon premier symptôme, malheureusement, enfin malheureusement, disons que c'était un symptôme qui était très difficile à reconnaître en tant que symptôme de la sclérose en plaques, même si maintenant on dit que 80 des personnes, et indépendamment de la gravité de leur sclérose en plaques, c'est la fatigue chronique. Mais au début, voilà, au début, quand j'avais 12-13 ans, la sclérose en plaques, la fatigue, non. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas de traitement, hein, contre la sclérose en plaques. Les traitements sont arrivés tardivement quand même, hein. Et même, peut-être que c'était le début des IRM, hein, de l'IRM. Donc, quand on a diagnostiqué la fatigue chez moi, on a pensé à la mononucléose, c'est ça, hein, ouais. C'est les virus d'Epstein-Barr, je sais ça parce que j'ai mal à l'épaule, là, dans le bras. En fait, on m'avait fait des examens et on avait trouvé qu'il y avait, par rapport je sais pas vous dire de bêtises, mais le médecin avait vu que j'avais fait, donc c'est ce qu'on appelle la maladie du baiser. La mononucléose, c'était le virus d'Epstein-Barr, et il se trouve que maintenant on dit que ce virus est souvent lié à l'apparition de la sclérose en plaques. Enfin, il peut être un fait générateur de la maladie. Donc à l'époque, on a dit que j'étais fatiguée à cause de ce virus. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu comme... Après, j'avais des... Alors, c'est vrai que... Comment on m'a tout de suite rapidement diagnostiqué, c'est dans la tête, voilà. C'était plus simple pour eux, les médecins. Et ben forcément, dès qu'il y avait un bobo, c'était... Bon, ouais, c'est bon, elle est un peu fragile, Christelle, quoi. Tout le monde le sait, alors que bon, je pense pas qu'on puisse dire ça maintenant. Et donc, c'était... voilà, c'est psychosomatique, quoi. Donc, une petite douleur par-ci, une petite douleur par-là, des picotements dans les mains, bon, ça va passer. Puis ça a passé, forcément, parce qu'avec une poussée, la poussée a duré une semaine, 15 jours, voilà, et puis au bout d'un certain temps, ça passait. Et puis, il y a eu, il y a eu cette fameuse poussée de troubles cognitifs. Comment ça s'est traduit? Ça s'est traduit en fait par une attention très difficile. Et puis moi, ce que je voyais, c'est que j'apprenais mes cours, voilà. Et puis quand j'étais interrogée, mince, j'ai appris mes cours et j'ai tout oublié. Ou alors d'avoir du mal à me concentrer sur ce qu'on me disait. Et donc j'ai commencé à baliser, parce que je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui m'arrive, d'une part. D'autre part, je vais pas aller loin, quoi. Si j'étais quand même en maîtrise de carrière judiciaire. À l'époque, je voulais être avocate, enfin conseiller juridique. Et je me suis dit, mais je vais pas aller très loin si j'arrive pas à apprendre. Enfin, à apprendre. Faut savoir que, même si on pense souvent qu'un juriste, il doit apprendre par cœur le code, c'est absolument faux. Mais il y avait quand même des choses à apprendre et il fallait raisonner, quoi. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à... Enfin, je suis tombée dans l'anxiété, on va dire. Enfin, j'avais des angoisses, des crises de panique. Et puis, à force, hein, de ne pas comprendre ce qui se passait, je suis tombée en dépression. Le médecin généraliste m'a dit, allez voir là-haut, il y avait un psychiatre. Il m'a mis sous antidépresseur, un stablon, en l'occurrence, qui m'a provoqué des problèmes au niveau dentaire. Et du coup, voilà, je suis restée 5 ans sous ce qu'ils appelaient, étiqueté phobie sociale, dépression phobie sociale. J'étais traitée à coups d'anxiolytiques et antidépresseurs. Et puis, un jour, j'ai croisé un ami de ma mère qui préparait une thèse à la fac de droit. Et il m'a parlé de sa thèse et ça m'a donné envie de m'y remettre. Et voilà, et donc du coup, j'ai cherché et j'ai regardé sur Internet. C'était les débuts d'Internet, hein. J'ai passé beaucoup de temps à l'époque, la nuit, en fait, à l'époque, je dormais le jour et je vivais la nuit, plus ou moins. Et, et là, j'ai découvert une fac, la fac de Grenoble, la fac Pierre Mendès France à Grenoble, qui proposait de passer la maîtrise par correspondance. J'avais une trentaine d'années à l'époque,
les cheveux longs jusque là. J'essaie de vous mettre une photo de moi quand j'avais 30 ans et du coup, pendant la période, pendant un mois là, j'ai envoyé un dossier, une demande, pour m'inscrire, mais j'étais pas sûre que j'allais être acceptée. Puis j'étais pas sûre d'arriver à tenir, jusque-là parce que c'était à l'époque, maintenant ça a un peu changé, mais à l'époque, on nous donnait juste le programme des cours. Il fallait nous-mêmes nous faire nos propres cours en allant à la bibliothèque ou prendre des bouquins et cetera. Donc on avait que le programme et on devait aller, 2 fois dans l'année, en février et en juin, je crois, à des TD, travaux dirigés, et on avait 2 séances d'examen. Enfin moi j'avais pris 2 séances, pardon, d'examen pour passer d'abord l'écrit et après l'oral. Je l'avais fait en 2 fois. Du coup, je me suis retrouvée avec une douzaine d'euros à passer, c'était un truc de ouf. Et en fait, comment ça s'est passé? C'est que j'ai postulé, hein, j'ai envoyé ma demande de candidature, on va dire, c'était un peu ça comme ça, hein. J'étais pas sûre du tout d'être acceptée à la fac. Et puis j'avais dit à ma mère: «Écoute maman, j'ai vraiment envie de faire ça, je suis pas sûre de pouvoir le faire, mais je vous expliquerai, entre-temps, j'avais arrêté les médicaments». Et puis, bah, il s'est trouvé que mon dossier a été accepté du coup, du jour au lendemain, je peux vous dire. J'étais tellement motivée que je me suis réveillée à 8 heures, entre 8 et 9 heures du matin pour travailler, et du coup, j'ai changé radicalement de rythme de vie, et ma mère qui était habituée à me voir me réveiller à 13 heures quand elle rentrait du boulot, elle comprenait plus rien. Et avant ça donc, j'ai arrêté les traitements anxiolytiques et antidépresseurs. Comment? C'est que le psychiatre de l'époque m'avait dit, «Bon, le Stabon, c'est pas vraiment un traitement adapté pour votre phobie sociale, j'ai mieux, le Daroxane». Je donne les noms parce que c'est ce que je m'en souviens. Et il m'avait dit: «Pendant 15 jours, il faut vous désaccoutumer du premier antidépresseur». Et pour ceux qui ont déjà pris des anxiolytiques ou des antidépresseurs, se désaccoutumer d'un traitement, où vous avez pour lequel vous avez une dépendance, c'est chaud patate. Et donc, bah, oui, il y a toutes les crises d'angoisse qui reviennent, hein, qui remontent, et pendant 15 jours, ça a été quand même pas évident, et au bout de 15 jours, bah, je trouvais que je me sentais pas mal, et là, il a fallu commencer à prendre le nouveau médicament. C'était donc comment on fait pour se désaccoutumer d'un médicament? On commence à réduire les doses jusqu'à arriver à 0, puis pour prendre un nouveau médicament, il me faisait par palier. Et là, quand je prenais le nouveau médicament, je me sentais pas bien, comme sur une pile électrique, et je dis: «Ah mais écoute», parce que c'est souvent avec un mère que je parlais, mais étant donné que mon père, lui, il parlait pas, il est aphasique depuis un grave accident de la place, bref. Et donc, je disais: «Tu sais, je me sens mieux sans finalement, je crois que j'ai arrêté, je vais pas prendre de médicaments, j'en ai plus besoin maintenant. Je suis plus dépressive». Et puis, j'ai oublié de citer quand même mon élevage de chats, parce que c'est grâce aux chats persans, ma passion pour les chats, que ça m'a aidée, en plus de bon, ce psychiatre, il m'a pas vraiment aidée, hein, je peux vous dire, le psychiatre, c'est pas lui que je vais voir pour m'aider à sortir d'une dépression. J'avais vu un bon psychologue de l'époque qui m'avait fait aller participer à l'atelier de psychodrame, ça a été vraiment une thérapie super. Et donc petit à petit, j'ai repris confiance en moi, et j'ai vu que la dépression était loin derrière moi, et du coup, j'ai arrêté les traitements. Enfin, j'ai pas pris le nouveau traitement. Du coup, le médecin, il est «Mais je pourrais faire pour vous». «Beh, tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que j'ai pas besoin de vous maintenant, c'est bon». Et donc, j'ai repris, le chemin de la fac, donc à Grenoble, et je me souviens, c'était en 2001, donc j'avais une trentaine d'années, j'avais le casque sur les oreilles, et c'était le jour où je devais, passer les oraux, travaux dirigés, je sais plus. Et je me souviens, j'écoutais Lara Fabian, nue, c'était l'album, et j'étais là, je voyais j'étais sur la plaine de Grenoble et je voyais au loin les montagnes enneigées. J'étais là avec la musique de Lara Fabian, et j'étais là, je dis: «Attends Christelle, là, tu peux dire que tu viens de loin». Parce que pour qui connaît, ce que c'est qu'une attaque de panique et des angoisses à répétition, la dépression, honnêtement, là, je suis en fauteuil roulant, et ben, je préfère vivre avec une sclérose en plaques que de revivre, cette période, où j'ai connu, vraiment, les crises d'angoisse. C'était vraiment assez difficile. Donc là, ce jour-là, je m'en souviens toute ma vie, j'étais bien, et alors que je devais passer des examens ou diriger, je sais plus. Je crois que c'était des examens, et je me disais: «Ça y est, je suis en train de m'en sortir». Voilà, et donc c'est qu'avec le recul qu'on a su que c'était une
une poussée de troubles cognitifs qui s'est, qui m'a amené vers la dépression. Et un autre moment fort, mais ça c'était après, je vous raconterai demain, parce que je vais pas la faire longue, là, ça fait déjà 15 minutes que je parle. Je vous dirai la suite, comment à ce moment-là j'ai découvert que j'avais sclérose en plaques, parce qu'à l'époque je ne le savais pas encore. Un autre moment où, pareil, je me suis dit, ouais, la phobie sociale elle est bien loin derrière toi, c'est quand je suis passée à TF1, enfin, pas à la télé TF1, mais enfin, comment dire, je suis allée dans les plateaux de télé, mais non, oui, je suis allée à TF1 à Paris, mais je suis pas passée à la télé. À la télé, je suis déjà passée sur France 5, à au docteur, mais là, j'étais allée pour la remise des prix de C'est pas du ciné. Et le jour où je suis montée sur le podium, on va dire, enfin, il y avait les personnes, il y avait quasiment que des professionnels à côté de moi, quoi. Et il y avait aussi Catherine Laborde, qui est décédée depuis de la maladie d'une démence, je sais plus comment ça s'appelle, accord de Lévy. Et quand je me suis retrouvée sur le plateau, enfin, il y a du monde, hein, une cinquantaine, une centaine de personnes, je ne me rends pas compte. Et il y avait les flashs et tout, et j'étais là, je dis, ouais, je crois que la phobie sociale est bien derrière moi. Et j'étais bien, quoi. Et voilà, les deux moments impactants dans la vie et qui font vraiment un contraste énorme entre les moments de grosse déprime d'angoisse et le moment où on se dit, ah, tout ça c'est derrière. Voilà. Donc demain, je vous raconterai la suite. Mettez un pouce si vous avez aimé et à bientôt.